Bonjour. Donc nous sommes l'équipe enseignante de Marcillac-Saint-Quentin, près de Sarlat. Nous sommes une école de 5 classes. Donc, nous sommes les 5 enseignantes en milieu rural. Et nous avons mis en place l'an dernier un projet de classe flexible que nous avons présenté l'année dernière. Donc la classe flexible au sein des apprentissages de nos élèves. Donc cette mise en place de classe flexible a suscité beaucoup d'interrogations chez nous et parce qu'on a modifié les espaces de la classe de travail et aussi ça a remis en cause beaucoup de nos gestes professionnels. Donc par contre l'an dernier, lors de cette même journée d'innovation, on a pu assister à la conférence de Jean-Philippe Lachaud sur l'attention et ça a été comme une évidence pour nous parce que en travaillant sur les 4 piliers de l'attention de Stanislas Dehaene, on a vu qu'avec la classe flexible, ça permettait l'engagement actif que vous présentera Guylaine, le feedback et la place de l'erreur que vous présentera Virginie, et la consolidation des acquis que vous présentera Claire. Et il nous manquait ce quatrième pilier de l'attention que développera Aurélie. Donc cette année, vraiment notre projet, en plus de la classe flexible, donc c'est la classe flexible au service des neurosciences, c'est comment la classe flexible permet justement de travailler les 4 piliers de neurosciences. Et le dernier, donc sur l'attention, qui c'est pour nous un véritable enjeu, filtre pour captiver d'une part nos élèves et canaliser d'autre part leur attention justement. Alors le premier pilier que nous évoquons, donc, c'est l'engagement actif. Stanislas Dehaene explique qu'un organisme passif n'apprend pas, que l'enfant doit être actif, attentif, prédictif. Alors nos projets, le nombreux projets que l'on a qui jalonnent notre année scolaire fédèrent nos élèves de la toute petite section au CM2 et créent une véritable émulation. Et réciproquement, plus nos enfants sont motivés et plus ils vont s'investir dans nos projets. Et la classe flexible, elle nous permet de maintenir cet état de curiosité et d'investissement personnel. Alors les centres proposent des exercices en autonomie sous différentes formes. Il y a des exercices classiques, il y a des ateliers de manipulation, des ateliers sous forme sur support numérique, des jeux. Et ces changements de modalité sont propices à l'engagement actif des élèves parce qu'ils évitent en fait une certaine routine. Le travail proposé n'est ni simple, ni trop simple pour éviter l'écueil de la démotivation, mais raisonnablement difficile parce que ça permet à nos élèves de réfléchir, de tester la fiabilité de leurs connaissances et d'avoir envie de relever le défi, à la fois de comprendre seuls, mais aussi de terminer leur centre dans le temps. Alors le temps de travail de chaque tâche est adapté aux capacités d'attention de chacun et ce temps de concentration, on l'a vu évoluer, ainsi que l'investissement personnel au cours de l'année. L'adaptabilité des supports nous a permis d'accueillir et d'inclure véritablement aussi 4 enfants de l'IME parce que au sein de la classe, il n'y a pas de marginalisation. Tous les enfants sont actifs. Tous les enfants travaillent, mais sur des ateliers qui sont différents. Donc si on simplifie une tâche pour un élève, il n'est pas stigmatisé au sein du groupe. Il passe dans le cadre du travail et il n'est pas mis en lumière. Voilà. Cette flexibilité est donc favorable aux enfants qui sont dits neurotypiques, mais aussi aux atypiques, aux 10, aux hauts potentiels, aux bavards, aux peu concentrés, aux trop discrets, parce que avec la correction simultanée, parfois avec la maîtresse ou parfois avec des pairs, elle permet à l'enfant de se sentir sécure et de s'investir vraiment personnellement dans ce travail. Mais je laisse la parole à Virginie. Merci Guylaine. Donc le retour d'information ou feedback. Donc l'idée ici c'est qu'on apprend de nos erreurs littéralement et que notre cerveau travaille par itération. Donc un va-et-vient entre prédiction, feedback, donc correction, nouvelle prédiction et validation. Donc l'erreur est partie intégrante du processus d'apprentissage. Elle est non seulement inévitable mais même indispensable vu que fertile. Il nous faut donc interroger la place, nous, qu'on donne au traitement de l'erreur dans notre pratique pédagogique. Et là, il y a
notre avis, 2 axes primordiaux. Premièrement, la bienveillance. Alors certes, c'est une attitude générale à rechercher dans toute notre pratique, mais plus spécifiquement pour le traitement de l'erreur, elle doit bien sûr être corrigée, le feedback est nécessaire, mais sans jugement de valeur ni sanction. L'enfant ne doit pas être mis dans une situation de stress face à un enseignant qui délivrerait juste faux. Il doit se sentir encouragé et valorisé, même dans les moments où il comprend qu'il s'est trompé. Et dans ce sens, c'était celle d'avant, Sandrine, l'attitude de l'enseignant, cette attitude pour nous est facilitée par le dispositif de classe flexible, où l'on est souvent assis à côté de l'enfant, coopérant avec lui, et il se sent davantage épaulé, plutôt qu'en situation frontale. Il s'agit même de... Ah non, t'es trop loin. Il s'agit même de valoriser l'erreur dans les moments collectifs, puisqu'il y en a des moments collectifs, même en classe flexible, évidemment. Par exemple, pour en faire un point positif pour l'ensemble du groupe. Je te remercie de t'être trompé, d'avoir fait cette erreur. J'espérais que quelqu'un la ferait, pour ça va nous permettre d'expliquer mieux, de comprendre mieux ce qu'on est en train de faire. Donc le premier pôle, la bienveillance. Le deuxième, c'est l'intégration en temps réel de l'erreur au processus d'apprentissage. Et l'un des bénéfices majeurs de la classe flexible, à mon sens, c'est le retour immédiat, le retour d'information immédiat que permet ce dispositif. C'est-à-dire que la majeure partie du temps, lorsque nous travaillons dans les centres autonomes, l'enfant, il accède quasi instantanément à la validation ou non de son travail, de ses hypothèses. Elle n'est pas différée dans le temps comme elle peut l'être dans une situation de classe plus classique où la correction collective peut intervenir bien longtemps après que la plupart des enfants sont passés à autre chose dans leur tête. Pourquoi cette immédiateté, ou comment cette immédiateté? Et bien pour nous, par la mise en œuvre de nombreuses situations autocorrectives, de situations de collaboration entre élèves, par la présence de l'enseignant, donc comme je vous l'ai dit, aux côtés des enfants pour validation individuelle, même par des dispositifs de validation par un père qui peut devenir expert du coup. Claire. Très bien. Alors ensuite, autre pilier tout aussi important et fondamental, c'est la consolidation des acquis. Donc pour apprendre correctement, il faut consolider, il faut automatiser les connaissances, les procédures. Il faut permettre le passage de l'explicite vers l'implicite, Stanislas Dehaene, ce qui va libérer de l'espace dans le cerveau pour les nouveaux apprentissages ensuite. Or, cette automatisation ne peut pas se faire sans répéter, sans s'entraîner. La recherche a établi aussi que pour mémoriser une information, notre cerveau a besoin d'au moins 3 passages. Pour intégrer une nouvelle habitude, c'est 21 jours. Donc, pour les enfants, il faut continuellement répéter, s'entraîner. Cependant, répétition et entraînement ne riment pas forcément avec ennui non plus. Dans nos classes flexibles, justement, nous utilisons une série d'outils variés, parfois numériques, parfois ludiques, parfois les deux. Parfois traditionnels aussi, qui aident les élèves à consolider leurs connaissances. Alors, par exemple, des jeux autocorrectifs, les cartes à pince, les top scores, des méthodes aussi qui existent déjà, telles que celle de Geneviève Picot en grammaire, pour ceux qui connaissent, et orthographe, c'est basé sur justement la répétition et l'automatisation des notions. Des sites internet dédiés aussi, comme par exemple le projet Voltaire pour la grammaire, Calculatis pour les mathématiques. Des applications comme Plickers aussi qui favorisent aussi le suivi des élèves. Des copies cachées en CE1, CE2 par exemple pour apprendre à mémoriser. Le quart d'heure de lecture pour tous qu'on a instauré dans toute l'école de la grande section au CM2. Des battles de lecture aussi pour travailler la lecture à voix haute. Des battles de table de multiplication. Mais aussi des bonnes vieilles dictées aussi que l'on continue à faire, qui sont tout aussi efficaces. Alors ces outils, donc cette mise en place, c'est facilité justement par la classe flexible. Alors pour finir, Stanislas Dehaene insiste aussi sur le rôle primordial du sommeil dans cette phase de répétition et d'automatisation. Donc on ne peut pas contrôler évidemment à la maison, mais pourquoi pas, on pourrait éventuellement envisager de généraliser la sieste à l'école, pourquoi pas, qui pourrait être utile aussi. La période de sommeil, même courte, ça améliore la mémoire, la généralisation et la découverte des régularités. Voilà, prochain projet, sieste. Donc en parlant de sommeil, on va arriver sur le 4e pilier qui est donc l'attention. On vit aujourd'hui dans un monde de plus en plus connecté où il est de plus en plus difficile d'être attentif à ses propres besoins. Et donc avec l'aménagement de l'espace et de nos pratiques qu'on a fait déjà depuis quelques années, on a ce souci de bien-être chez nos élèves qui est présent, mais aussi d'appropriation, d'une meilleure connaissance d'eux-mêmes. On veut les aider
à se découvrir. Par contre, on s'est rendu compte avec la conférence de Jean-Philippe Lachaud qu'il leur manquait certaines clés. On leur demande d'être attentifs, on ne leur apprend pas spécialement à être attentifs. Du coup, on a choisi de s'inspirer de la démarche de Jean-Philippe Lachaud, la démarche ATOL, donc l'attention à l'école. Je crois qu'il l'a intitulé « Ou comment se créer des petites bulles d'attention au milieu d'un océan de distraction ». Et donc on a choisi de faire vivre des situations aux enfants, concrètement, ou de passer par des temps de langage et d'analyse d'images, par exemple avec la petite vidéo où vous pouvez reconnaître les passes tout en haut à gauche, à droite, à gauche. Donc là, les mots des enfants sont assez forts quand on échange dessus, parce qu'ils se rendent compte que quand on est concentré sur quelque chose, il n'y a plus rien qui se passe autour, il n'y a plus rien qui existe et qu'on est capable de le faire. Après, on s'est saisi d'outils. Là, vous voyez aussi un numéro de gymnastique artistique. On a analysé le monsieur qui est en train de se déplacer dans le vide sur sa petite corde. On a analysé aussi ce chauffeur, sur quoi il doit se concentrer. Alors là, il y a du danger, il doit gérer ses émotions. Il doit accepter qu'on l'aide, il y a une personne qui est en train de l'aider à faire la démarche. Donc tout ça, petit à petit, va leur parler et ils font eux-mêmes des parallèles avec le travail qu'on leur demande en classe. Là, vous voyez un outil, c'est la poutre de l'attention qu'on a introduit progressivement. Donc ce sont des séances qu'on destine aux élèves de grande section jusqu'au CM2. Et donc on part des mêmes supports pour tout le monde. La poutre de l'attention, ça a provoqué chez eux beaucoup de déclics. Je dois me dire quel est mon objectif pour aller jusqu'au bout de ma poutre. Quand je suis en travail, quand je suis en autonomie, c'est pareil. Je dois réussir à recréer ma petite bulle d'attention et à visualiser ma poutre. Est-ce que c'est long? Quels moyens je dois mettre en œuvre? Là, par exemple, quand ils ont vécu, quand ils sentent qu'ils glissent, déjà, ils ont fait le parallèle. En classe, quand on sent qu'on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Où est-ce qu'on va chercher de l'aide? Donc, il y a plein de choses qui ont été inspirées de la démarche de Jean-Philippe Lachaud. Vous pourrez voir sur notre stand, on est dans la salle polyvalente. Et puis il y a quelque chose de très rassurant, déculpabilisant pour les élèves de savoir que notre cerveau est monotache aussi, qu'on est un être émotionnel, que ça date, il y a plein de choses à comprendre et plein de plaisir à apprendre des clés pour mémoriser et jouer avec nos capacités. Voilà, donc on s'est rendu compte qu'on demandait souvent aux élèves de se concentrer, mais on ne leur apprend pas à le faire. Et alors, comment résister dans un monde de plus en plus numérique? Les nouvelles technologies vont encore bouleverser le futur, notre manière d'accéder à l'information, la manière de communiquer, la manière d'apprendre. Donc l'éducation tient une place importante dans les réflexions de nombreux pays qui interrogent leur système actuel pour les adapter aux évolutions de la société. C'est pourquoi l'école a rejoint le groupe Future Classroom Lab, c'est des laboratoires de recherche au niveau France. Et donc c'est plusieurs pays européens qui réfléchissent à travailler sur les compétences à acquérir, les compétences du 21e siècle. Voilà, pour le monde de demain. Merci.